Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufingui, lama Dechen Kunzon Trinley, de la secte des bonnets rouges, du lamaïsme tibétain. En réalité, je suis plutôt dans un lamaïsme brésilien en cours de constitution, ou un lamaïsme occidental. Il est vrai que le lamaïsme n'existe pas seulement au Tibet, il a d'abord été initié en Inde, dans le Cachemire, puisque le créateur du lamaïsme n'est autre que Padmasambhava Guru Rinpoche, qui était un maître du shivaïsme du Cachemire. Puis ensuite, il a conjugué le shivaïsme du Cachemire avec la tradition Bön des Tibétains, qui était d'origine mésopotamienne, qui fait référence à un 13e Bouddha, et l'enseignement du Bouddha historique, celui qui est né il y a 2500 ans, dans ce qui est actuellement le sud du Népal. Et ce lamaïsme, il s'est d'abord formulé au Tibet, puis d'abord évidemment en Inde, au lamaïsme du Cachemire, donc au Cachemire, c'est tout à fait le nord de l'Inde, près du mont Kailash. Et puis ensuite, ce lamaïsme, il a pris forme au 8e siècle après Jésus-Christ au Tibet. Il s'est exporté ensuite vers la Chine, vers la Mongolie, vers tout le nord de la Russie. Puis il y avait même un monastère lamaïste à Saint-Pétersbourg, juste avant la révolution culturelle. Et nous avons un État 100% bouddhiste en Europe, juste au-dessus de la Géorgie, qui fait partie de la Fédération de Russie, qui s'appelle la Kalmukie. Et puis ce lamaïsme, elle a continué à prospérer au Tibet grâce à l'appui du Parti communiste chinois. Et il s'est aussi exporté au gré d'un accord entre l'ancien roi du Tibet déchu, le Dalai Lama, dont je vous ai dit qu'il était un sinistre personnage dans les existences passées, que ça n'a pas l'air de s'arranger. Ce lamaïsme d'exportation qui est passé par Dharamsala en Inde, il est sous le contrôle de la couronne britannique dans le cadre de la gouvernance mondiale. Il ne faut pas que vous vous étonniez de voir le 13e Dalai Lama avec des nazis. Vous savez, les liens entre la couronne britannique et Adolf Hitler, voire les Rothschild. Vous savez aussi le lien entre le Dalai Lama et puis la CIA, puisqu'il a été exfiltré du Tibet par la CIA. Et ensuite, ils ont essayé de lui faire jouer un rôle tout à fait théosophique, parce que l'idée de la théosophie créée par la couronne britannique était de créer un espèce de pape du bouddhisme sous leur contrôle. Donc le Dalai Lama a essayé de mener une espèce d'OPA sur le bouddhisme, dont il s'est présenté comme le grand leader et le grand unificateur, ce qui est une idée purement théosophique, c'est-à-dire une idée parfaitement occidentale. On le voit avec Pinochet, avec George Bush, Margaret Thatcher, puis il reçoit ce ridicule prix Nobel donné par une entreprise de canons qui, pour se donner bonne conscience, tous les ans, donne un prix à quelqu'un qui est au service de la cause, c'est-à-dire la cause de la guerre, derrière laquelle on fabrique de fausses paix. Dans le Tibet antique, le Dalai Lama avait pratiquement aucun pouvoir. Il a eu à un moment, parce qu'il était contrôlé dans le gré de ce qu'on appelle l'accord en 29 points, c'est un accord qui avait été signé au XIIIe siècle entre la Chine impériale, le Tibet et la Mongolie, qui créait un espace commun. Ensuite, ça s'est même étendu à Taïwan. Il y a une partie de la Mongolie qui est sortie de cet accord, c'est la Mongolie extérieure. La Mongolie intérieure est restée dans l'accord Chine-Tibet-Mongolie. Évidemment, le Tibet a, depuis le XIIIe siècle, été lié dans un accord de vie commune avec la famille impériale de Chine, dans le cadre d'un grand accord. Le Dalai Lama était le représentant des Chinois au Tibet. Il avait été conçu comme ça, il ne s'est jamais montré à la hauteur de la tâche. Ce que voulait la couronne impériale de Chine, c'était avoir un seul interlocuteur pour le Tibet, puisqu'il y avait 4 écoles, même en tout 6 écoles, et c'était très difficile d'avoir, et des tas de nobles, et c'était très difficile d'avoir un seul interlocuteur. Donc ils ont voulu un roi du Tibet, et ce roi du Tibet n'avait une fonction spirituelle que dans le cadre de sa propre école, c'est-à-dire les Gelugpa, les bonnets jaunes. Évidemment, je vous ai raconté l'histoire du Dalai Lama dans une précédente capsule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période d'indépendance nationaliste, avec l'appui notamment des nazis du Tibet, c'est d'abord une tentative avec la Russie qui échoue. Ensuite, le 13e Dalai Lama se tourne vers l'Allemagne nazie parce qu'il souhaite
prendre son indépendance en utilisant la puissance coloniale qui est en Inde, vis-à-vis de l'accord qui avait été signé précédemment avec la Chine. Évidemment, Mao ne l'entend pas de cette oreille, et la courte indépendance nationaliste, nazie, même national-socialiste du Dalai Lama finit en 1951. Donc ça commence en 1912, ça finit véritablement en 1959 avec la fuite du Dalai Lama qui est organisée par la CIA. Alors vous avez vu tout le contexte de dégradation de la féodalité, la noblesse est tyrannique, totalement et cupide. Le clergé est complètement dégénéré. La secte du Dalai Lama a particulièrement attaqué notre école, celle des anciens, des Nyingma et celle des Kagyu. Ils ont pratiquement pris le contrôle des Kagyu en brûlant les monastères, en les détruisant, en exécutant les moines, en leur coupant la langue, les mains, en les rendant sourds et aveugles. C'était une répression mais terrible sous le 13e Lama et même avant. Et les Nyingma, comme on était les anciens, on était fondus dans la population. On était des moines simples, dans des petits ermitages, avec des petits monastères. On pratiquait une tradition qui remontait à Padmasambhava au 8e siècle, et même la tradition bœuf dans un cadre qui s'appelle le Dzogchen. Et ils nous ont aussi harcelés de la même manière. Et le Dalai Lama a essayé de nous imposer un grand hiérarque. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Ça a échoué avec la tentative de Dzogchen Rinpoche, qui était particulièrement corrompu et qui vendait des reconnaissances de Tulku. Et puis, après la démission de Dzogchen Rinpoche, un autre Rinpoche a essayé, il a tenu 2 ans. Voilà. Donc, notre tradition, la tradition Nyingma, elle n'a pas d'autorité centrale. Nous sommes des lamas tout à fait ordinaires, des petits lamas, et des petits moines et des petits ermites, vivant aux côtés du peuple et partageant toutes les conditions de difficulté du peuple que nous assistons avec de l'astrologie, des exorcismes, de la médecine traditionnelle tibétaine et de l'accompagnement psychologique. Donc c'est l'école Nyingma, c'est vraiment l'école de l'humilité. C'est vraiment le moine tel que l'entendait, ou le bhikkhu, exactement le renonçant tel que l'entendait le Bouddha. C'est quelqu'un qui renonce à lui-même pour se mettre au service des autres. C'est ce que j'ai fait là, pratiquement toute ma vie. Dans le Tibet d'avant 1959, avant la fuite du Dalai Lama, donc il perd son titre de roi qui est transféré au Panchen Lama, il va y renoncer, je crois, en 1986 ou 1985, pour ensuite rentrer dans un processus démocratique. Donc le Tibet est une des régions totalement autonomes, gouvernée par des Tibétains. 70% des cadres du PCC sont des Tibétains de souche, 30% sont des fils et des descendants de migrants, puisque comme le Dalai Lama et sa clique ont tué 1 300 000 personnes sur la période 1919-1959, 1 300 000 personnes, il l'impute aux Chinois, et les Chinois n'étaient pas au Tibet avant 1959. On le sait par des recensements qui ont été opérés par les autorités chinoises, avant et après. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette période 1912-1959, qui est certainement la pire période du Tibet, il y a eu la parenthèse de la révolution culturelle, jusqu'en 1976, qui a été principalement une manœuvre maladroite de Mao, qui lui a échappé. La révolution culturelle, c'était une bonne idée de Mao, c'était faire sortir le serpent, la vipère de la rizière. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait justement beaucoup de serpents à l'intérieur de la République populaire de Chine qui travaillait avec l'étranger. La première vipère à sortir, ça a été le Dalai Lama. La révolution culturelle a permis d'en sortir d'autres. Et puis la révolution culturelle a échappé à Mao, et Mao s'est mis en retrait du pouvoir avec sa secrétaire qui était sa maîtresse, et c'est sa femme et 3 terroristes qu'on appelle la bande des 4 qui ont fini par être arrêtés en 1976, je crois, et qui ont été jugés et condamnés à mort. Et puis ensuite, avec Deng Xiaoping, on a gardé la République démocratique créée par le Parti communiste, mais on a changé le système communiste qui est devenu un système d'économie mixte. Donc la Chine, c'est une économie libérale, d'économie mixte dirigée par l'État, mais libérale, et une aristocratie rouge qui est menée par les cadres du Parti communiste. Mais il y a aussi 6 autres partis en Chine qui sont associés au Parti communiste, mais en Chine il y a aussi du multipartisme, mais à l'intérieur du Parti communiste c'est des partis associés. Le Parti communiste, c'est la nouvelle aristocratie chinoise, une nouvelle aristocratie qui s'est formée en réaction à la colonisation, à la déchéance et à la décadence de l'aristocratie chinoise qui était complètement déchue, celle des Qing, et on a une nouvelle aristocratie chinoise. Et il ne faut pas voir d'autre dans Xi Jinping, en réalité, qu'une transposition en termes actuels de ce qu'était l'empereur de Chine.
Souvent, on a un petit mot affectueux pour Xi Jinping, c'est le Wang. Et son pouvoir, c'est le Wang Tang. C'est quand même des traits qui étaient donnés à l'empereur. Et bien finalement, le Xi Jinping a créé ce qu'on appelle une démocratie parlementaire, et même une sorte de monarchie parlementaire avec un monarque, maintenant président à vie de la Chine. Et la Chine est pratiquement un modèle unique de synarchie authentique, où la Chine, on retrouve vraiment la ventilation en 4 castes. On a véritablement un énorme clergé, rien que dans le bouddhisme tibétain, c'est 120 000 religieux, c'est 14 universités, c'est entre 1300 et 1700 Bouddhas vivants, tout ça protégé par l'État. C'est 400 millions de Chinois qui sont bouddhistes, dont environ 140 millions de bouddhistes lamaïstes. Il y a 140 millions de lamaïstes dans toute la Chine, donc Mongolie, Chine et Tibet. Et dans ce cadre-là, eh bien, la Chine est devenue une sorte de monarchie parlementaire avec une aristocratie qui sont les membres du PCC. Alors être membre du PCC, c'est une grande responsabilité, parce qu'on doit suivre la ligne du parti dans l'intérêt du peuple chinois. Et puis, c'est aussi des avantages, parce qu'il y a des avantages à être membre du Parti communiste qu'on peut perdre très rapidement si on ne respecte pas les règles. Donc c'est comme dans l'aristocratie traditionnelle, par exemple chrétienne, etc. Eh bien, il y avait la ligne du roi, on suivait la ligne du roi, et si on refusait de suivre les changements de ligne du roi dans l'intérêt du peuple, eh bien, on était éjecté, ce qui a été le cas du duc de Guise. Alors, dans l'ancien Tibet, il y avait seulement un petit nombre, donc avant 1912, il y avait un nombre très petit d'agriculteurs qui restaient libres, ils étaient environ 10 000, et ils formaient une espèce de classe médiane, classe moyenne, qui était formée de commerçants, de boutiquiers, et puis de tout petits marchands, de marchands errants. Au moment où la Chine reprend la situation en main contre la dictature du Dalai Lama, eh bien, la plupart des Tibétains qui ne sont pas rentrés dans ce système-là sont des mendiants. C'est-à-dire, soit vous acceptez d'être des esclaves de la timocratie, de la théocratie du Dalai Lama et de la noblesse déchue, soit vous devenez des mendiants. La plupart des gens sont utilisés comme des esclaves, comme des travailleurs domestiques et qui n'avaient même pas de nom de famille, seulement un prénom. On naissait esclave de père en fils, de mère en fille. La plus grande partie de la population rurale était constituée de serfs. C'était un peu mieux que d'être esclave dans les services domestiques. Mais on était sans éducation, on était illettrés, on n'avait pas accès aux services médicaux. Seulement avec nous autres les Nyingma, puisque gratuitement on a toujours eu la tradition d'aider la population et de vivre aux côtés des mendiants. C'est notre tradition des Neljorpa. Moi j'étais Neljorpa une grande partie de ma vie. C'est être un moine errant et d'être avec le peuple. On peut être marié aussi, mais on est au service de la population, on l'accompagne dans ses chagrins et dans ses joies. Alors la plupart des gens qui vivent à la campagne, ils devaient bosser pour zéro contre la nourriture, et ils étaient vraiment dans les mains des seigneurs qui en faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Ils étaient taillables et corveillables à merci, et ils n'avaient pas le droit de se marier sans l'autorisation du noble du coin ou des lamas. Ils pouvaient facilement être séparés de leur famille ou loués d'ailleurs à d'autres familles. Il y avait un véritable esclavage qui était en place. Alors là, il y avait la condition d'esclave, la condition de serf et la condition d'employé domestique. Mais en règle générale, ce n'était pas le paradis que prétend le Dalai Lama. On a des preuves historiques de tout ça, d'abord parce qu'il y a beaucoup de films. On a aussi le témoignage très intéressant d'une serf fugitive à l'âge de 22 ans qui est arrivée à s'échapper et qui a fait un témoignage écrit après s'être enfuie à l'étranger. Et elle nous dit qu'il était commun que les jeunes femmes qui étaient jolies étaient enlevées par des propriétaires terriens et des lamas pour être prises comme travailleurs domestiques et utilisées à leur bon plaisir. Elles étaient de sorte d'esclaves sans aucun droit. Elles n'avaient aucune autorisation de faire quoi que ce soit sans l'autorisation des propriétaires terriens. Et on capturait celles qui essayaient de s'enfuir et on les mutilait. C'est une autre fugitive, âgée de 24 ans, qui a pu s'enfuir vers la Chine, a fait un rapport complet d'ailleurs sur ses conditions de détention et sur la façon dont elle a pu s'échapper.
Son témoignage nous permet de nous rendre compte de ce que c'était l'esclavage à l'époque du Dalai Lama et de cette aristocratie déchue. Et elle explique qu'à sa troisième tentative de fugue, eh bien, elle a été attrapée, battue à mort et qu'ils lui ont coupé la narine et lui ont sectionné la langue et les lèvres. Un esclave qui s'était échappé jusqu'en Chine aussi raconte qu'il lui avait mis de la soude caustique sur les organes génitaux et sur les yeux afin de le punir. Alors, lorsque les serfs décidaient de se marier, eh bien, ils devaient évidemment payer les lamas ou payer les nobles. À chaque naissance d'un enfant aussi. Il devait planter des arbres et il devait, pour le propriétaire, et il devait également eh bien, s'occuper des animaux, le tout gratuitement. Ils étaient taxés par les lamas à différentes occasions, à chaque fois qu'il y avait un festival religieux, et on les obligeait eh bien, à faire tout ce que disaient les lamas, à moins d'aller en prison. Ceux qui n'arrivaient pas à se faire embaucher, eh bien, allaient de ville en ville à la recherche du travail, et ils devaient payer des droits de péage à chaque fois qu'ils se déplaçaient à l'intérieur du Tibet. Quand une personne ne pouvait pas payer, eh bien, le monastère faisait un prêt avec une taxe d'intérêt qui était de 20 à 50% par jour. Certaines dettes étaient passées de génération en génération, de grand-père à petit-fils, et les personnes endettées eh bien, prenaient le risque de devenir des esclaves. Les enseignements religieux de la théocratie renforcer ce système de caste en utilisant toutes sortes de procédés de contraintes psychologiques et de magie noire. On enseignait aux pauvres qu'ils étaient dans leurs conditions parce que c'était le mauvais karma de leur vie précédente, ce qui n'est pas du tout une notion du bouddhisme, qui est plutôt une notion de la théosophie, une perversion de l'idée de la Renaissance, et qu'en réalité c'était une occasion qu'on leur donnait par miséricorde d'accepter leur karma et d'expier les fautes de leur vie précédente. De telle sorte, eh bien, on avait une sorte d'esclavage physique qui était rendu par un esclavage psychologique assisté par la magie et la culpabilisation. Les cantoriches, eh bien, justifiaient leur bonne fortune en expliquant eh bien, que c'était le résultat des actions vertueuses qu'ils avaient commises dans les existences précédentes. Évidemment, les serfs n'étaient pas conscients, n'étaient plus du tout conscients de l'oppression dans laquelle ils vivaient. Elle était devenue normale et elle était le fruit d'une vaste superstition et d'un système de manipulation mentale à partir de la déviation de la religion. Comme je vous l'ai dit, certains esclaves arrivaient à s'enfuir, d'autres résistaient ouvertement, mais ils en souffraient les conséquences les plus terribles. Dans le Tibet post-féodal du Dalai Lama, d'une bonne moitié du XXe siècle, eh bien, la torture, la mutilation, le fait de percer les yeux, d'arracher la langue, de couper les tendons des membres et d'amputer des membres étaient les punitions préférées qui étaient imposées aux serfs fugitifs ou aux voleurs qui n'acceptaient pas avec patience leurs conditions soi-disant karmiques. Stuart et Roma Gelder ont visité le Tibet dans la décennie des années 1960 et ils ont rencontré Tsere Wangtroi qui avait été volée, qui avait été prise alors qu'il avait volé 2 moutons qui appartenaient à un monastère. Pour cette raison, on lui avait évasié les yeux et on l'avait mutilé la main de telle sorte qu'elle n'était plus utilisable. Il a expliqué que le sort qu'on lui a fait qu'il a apostasié le bouddhisme et il disait que quand un lama sacré dit que les lamas invoquent cette théorie du karma justement pour leur dire eh bien que c'est une punition karmique et que c'est pour leur bien. Et il a découvert par la suite eh bien, qu'en réalité, le bouddhisme était une religion de bonté. Et il a été tout à fait surpris de voir que le bouddhisme tel qu'il l'a rencontré au Tibet par la suite,
dans la partie qui était occupée par les Chinois, enfin qui a été libérée par les Chinois, et ensuite en Chine, et bien que il était très surpris de rencontrer des moines qui étaient des bonnes personnes, remplies de compassion, et qui lui sont venus en aide. Il a compris enfin que tuer un être humain était contraire au dharma, et que tout ce qu'on lui avait fait faire, notamment les jeter dans la neige la nuit pour les faire mourir, pour purger leur karma, était une falsification de la religion. Le parallèle entre le Tibet et les pires abus en Europe de la période post-féodale sont absolument impressionnants. Et Tom Grunfeld en a fait un livre de souvenirs où il raconte dans le détail tout ce qu'il a vécu au Tibet dans la décennie des années 60. En 1959, Anna Louise Strong a visité une exposition organisée par le Parti communiste sur les instruments de torture qui avaient été utilisés par les souverains tibétains, dont le Dalai Lama. Elle a pu remarquer qu'il y avait des menottes, y compris pour les enfants, des instruments pour couper les narines et les oreilles, rendre les gens aveugles, couper les mains, couper les tendons des jambes afin d'empêcher les gens de s'enfuir. Il y avait des fers avec lesquels on marquait les esclaves et toutes sortes d'instruments, notamment des instruments pour étriper les personnes. L'exposition avait été présentée avec des photographies et des témoignages de victimes qui avaient été aveuglées, jetées en prison et amputées après avoir été condamnées pour de simples vols de subsistance. Un des cas était celui d'un jeune pasteur qui devait de l'argent et qui avait des dettes en blé auprès du Seigneur et qui n'a pas pu payer. Comme il mourait de faim, il s'était saisi d'une des vaches du Seigneur et pour cela on lui avait amputé les 2 mains. Un autre pasteur, donc un berger, dont la femme n'avait pas accepté les avances sexuelles du seigneur local, avait eu les mains brisées. Les photos des activistes communistes dont les narines et les lèvres supérieures ont été enlevées et les femmes victimes de viol ou dont le nez avait été coupé ont été présentées, puisqu'en réalité depuis la Chine des camarades du PCC menaient une activité de conscientisation des esclaves tibétains. Et évidemment, quand ils étaient attrapés par les seigneurs, ils étaient vus comme une menace et ils étaient ou exterminés, ou violés, ou mutilés. Ce n'est pas très nouveau, la situation du Tibet en 1959 avec la fuite du Dalai Lama. Il y a d'autres visiteurs tout au long du 19e siècle, tout comme un Anglais qui est le docteur A.L. Weidel, qui a pu décrire comment la population tibétaine était réduite en esclavage par une tyrannie intolérable de moines cupides pratiquant la magie noire et utilisant toutes sortes de superstitions diaboliques pour terroriser les personnes. En 1904, Percival Langdon a décrit le gouvernement du Dalai Lama comme une machine extraordinaire de répression. Un autre voyageur anglais, le capitaine W.F.T. O'Connor, a observé que les grands propriétaires de terre et les lamas exerçaient, quel que soit l'endroit, un pouvoir despotique contre lequel il n'y avait aucun recours et que les personnes étaient opprimées à un point de monstruosité avancée, en particulier que ce soit par les moines ou par les plus hauts dirigeants. Il ne comprenait pas comment le bouddhisme, dit-il, était arrivé à ce niveau de déchéance après avoir vu les monastères chinois. Pour lui, la découverte du Tibet a été absolument terrifiante. Les grands propriétaires du Tibet inventaient toutes sortes de légendes dégradantes et stimulaient en permanence l'esprit de superstition du peuple, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en matière de manipulation mentale. La psychotronique, à côté de Luxembourg, c'est du gâteau. Qu'on soit un petit crétin en uniforme dont on pense que sa femme est une grande intellectuelle parce qu'elle est prof de littérature au lycée, on est de toute façon dans un chemin qui amène à ce genre de despotisme où
les écritures saintes ne sont plus appliquées mais de la littérature, et où finalement la noblesse n'est plus qu'une forme de répression la plus sordide possible, basée sur ses frustrations personnelles. Un autre visiteur en 1937, Spencer Chapman, un Anglais, écrit: un moine lamaïste ne passe pas son temps à administrer pour le bien du peuple ou à éduquer. Lorsqu'il croise un mendiant sur le bord de la rue, eh bien, il lui crache dessus et le déconsidère. La sagesse bouddhiste était une prérogative des monastères, bien gardée, secrète à double clé et utilisée seulement pour augmenter l'influence, la superstition et s'enrichir en tyrannisant le peuple. Quoi qu'il en soit, et quoi que peuvent en penser les Occidentaux, je suis mon petit texte, eh bien, le Tibet théocratique post-féodal est à des milliards d'années-lumière de la version romantique cultivée par le Dalai Lama et Hollywood, avec la version théosophique de Shambhala qui s'appelle Shangri-La. En réalité, les Occidentaux se sont fait embobiner par la théosophie anglo-saxonne et par les complices de la théosophie anglo-saxonne, c'est-à-dire la secte du Dalai Lama. On va se retrouver pour une troisième capsule qui va être consacrée à la sécularisation contre la spiritualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir de 1951, quelle a été l'action du Parti communiste chinois? Et vous allez voir que là encore, et on a les vidéos, on a les témoignages, il y a le travail des historiens, ça ne correspond absolument pas à ce que dit le Dalai Lama. Il est vrai que quand on est contraint de lui sucer la langue, ça en dit très très long sur, en réalité, le suçage de bite qu'il y a autour du Dalai Lama et la façon dont le Dalai Lama lui-même a été le suceur de bite des nazis et maintenant le suceur de bite de l'oligarchie tyrannique anglo-saxonne, celle qui nous prépare eh bien, une gouvernance mondiale qui va utiliser tous les instruments de l'esclavisation des gens. Ça s'appelle le transhumanisme, et tous les instruments de la superstition et de la manipulation mentale, et ça s'appelle la psychotronique. Et il ne faut pas du tout s'étonner que le Dalai Lama soit complètement impliqué dans ce programme de satanisme que j'ai pu décrire dans une capsule. J'espère que ça vous a intéressé. On va se retrouver pour une troisième et une quatrième vidéo qui seront consacrées à l'expérience de la Chine après 1951. Et puis, je regarde un petit peu mes notes. Et puis ensuite, nous verrons ce qui se passe actuellement, quelle est la situation du Tibet actuel. Voilà, je suis encore très grippé, donc je annonce un petit peu. J'ai mon texte avec moi, ce qui n'est pas très courant, mais je tenais vraiment à être très très complet, surtout qu'il y a un certain nombre de citations. Évidemment, je vous donnerai toutes les références des livres qui ont alimenté mes déclarations. Il y a environ une soixantaine de livres d'historiens occidentaux et quelques chinois qui permettent de documenter mes allégations et de contredire l'intégralité des affirmations du tyran Dalai Lama. À très bientôt, ciao. Comme vous avez pu le constater, dans cette situation du nationalisme tibétain de 1912 à 1951, on retrouve exactement les mêmes composantes que dans la situation de la gouvernance mondiale. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la chute de la Khazarie au XIIIe siècle, il y a un mouvement migratoire d'une certaine aristocratie avec certaines pratiques. Et cette population khazare, elle va créer au Tibet exactement ce qu'elle a fait en Occident. Parce que c'est des gènes néandertaliens, les gènes caucasiens, qui les a fait, cananéens, qui créent cette situation. Quelle est leur situation? Ils ont une vision inversée. Dans la vision traditionnelle, on a un empereur. L'empereur, c'est un nomade sacralisé. On a un clergé qui est là avec amour et compassion pour enseigner, pour soigner, pour réaliser les cultes. On a une noblesse qui est là pour rendre la justice. Et puis, on a des gens qui sont là pour faire des bons aliments et des bons objets en respectant l'environnement et surtout prendre en charge les plus faibles, les gens qui sont incapables au travail pour les aider à se normaliser et à s'humaniser.
Dans le système cananéide, dans le système caucasien, dans le système khazar, qui est le système de la gouvernance mondiale, le Dalai Lama est un khazar, ne faites-vous aucune idée, il est dans son comportement. Eh bien, on a la disparition de l'empereur, il n'y a plus d'empereur au Tibet, il ne l'a jamais été, et il n'en a jamais assumé les fonctions. L'empereur du Tibet, c'est l'empereur de Chine. Or, avec la déchéance de l'institution chinoise, qui amènera à la République populaire de Chine, eh bien, on a exactement ce que nous dit Platon, c'est-à-dire que le clergé eh bien, oublie la compassion, oublie la médecine, oublie l'enseignement, oublie la gratuité et devient des gens oisifs dans des superbes palais, qui ont du mépris pour les pauvres, les nécessiteux et la souffrance humaine. Ils s'enferment dans des espèces de paradis artificiels, y compris avec des drogues dans le cas du Dalai Lama. On a ensuite une noblesse qui déchoit jusqu'à devenir complètement ignoble, et qui va justifier son harcèlement, comme à Luxembourg chez les Guinélola. Il a une mémoire là, la mémoire là, c'est une reproduction la Guinéloche, voilà. Donc ils identifient des mémoires, et à partir du moment où une personne a une mémoire, ils vont harceler, punir, torturer, et justifier leur perversité, tout leur caractère ignoble, profiteurs, menteurs, voleurs, assassins, tortionnaires, etc. en disant que c'est justifié parce que la personne a le karma là. À Luxembourg, on vous dit pas des karmas, ils vous disent la génétique. Ils sont tellement parfaits génétiquement à la grande direction générale de Mein Juncker là, qui vont leur changer leur gène. Et puis de Jérusalem, avec la direction générale, ils les amèneront sur Mars avec Elon Musk. Voilà, c'est exactement la même secte de cinglés cananéens. En réalité, ce sont des ignobles qui vont justifier leur répression en disant aux gens, eh bien, on vous réprime parce qu'à l'intérieur de vous est enregistrée une information qui pourrait être une menace pour la société. En réalité, le but de la religion, c'est justement d'effacer toutes ces informations et de faire une société juste avec une religion qui fait son travail d'effacement. Mais quand la religion ne fait plus son travail d'effacement, quand la religion est là juste pour se créer des paradis artificiels, quand les nobles sont remplacés par des ignobles qui justifient leur pratique de torture par des soi-disant karmas, des soi-disant mémoires, etc. C'est comme l'eau de fumée du cerveau, j'abats mon cerveau au cannabis, ou l'autre anthroposophe du Maghreb. Ce sont des personnes qui justifient leur sévice avec une théorie qui est la théorie du karma. Mais la théorie du karma telle qu'ils la conçoivent en tant que caucasien, en tant que khazar, même certains rabbins la conçoivent de façon érudite de cette façon-là, c'est exactement pas du tout la façon traditionnelle du bouddhisme et de l'hindouisme. C'est de faire des mémoires, de se justifier du mémoire comme argument au harcèlement, à la torture, à la société caserne. Donc on est toujours dans cette dichotomie que je vous ai dit, société caserne, société caverne. Ils sont dans leur hallucination mentale, ils sont dans leurs hallucinations mentales. Et leurs hallucinations mentales justifient leur société caserne où ils se comportent comme de véritables tyrans. Bien entendu, ça perturbe le travail de production des paysans et le travail de production des artisans. L'artisanat et l'agriculture au Tibet, c'est un désastre sur la période nationaliste du Dalai Lama. Regardez ce qui reste de l'artisanat et de l'agriculture à Luxembourg, on est à peu près sur le même modèle. Voilà. Ils sont en train de détricoter en Hollande toute l'agriculture, c'est pareil en Europe, c'est cette mentalité khazar. Et au final, eh bien, au lieu de s'occuper des gens, de les humaniser, ils sont rentrés dans un processus de génocide. Et la gouvernance mondiale, elle a eu besoin du Dalai Lama parce que d'abord, il a exactement cette mentalité khazar, exactement cette mentalité usurière de la gouvernance mondiale, avec cette volonté de dominer le monde au nom de la mémoire, l'intelligence artificielle, avec des pratiques de torture et de manipulation génétique. Le Dalai Lama, Adolf Hitler, Joseph Staline ou Henry Windsor, c'est exactement la même clique et il faut aller la chercher de l'autre côté du Caucase. Voilà, vous avez compris. C'est pas des Mongols, mais c'est quand même des Mongoliens. Voilà, on va continuer nos investigations. Vous allez voir qu'on retrouve toujours cette dichotomie, une vision inversée, une vision où les gens sont enfermés dans les mémoires, dans l'ancestralité et justifient bien, que les nobles soient de véritables tyrans, que les religieux soient enfermés dans des citadelles en or et que les gens ont une vie de merde. Ben ça, c'est pas la tradition. La tradition, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, la tradition, c'est que le clergé soit les mains dans le cambouis pour aider les gens, que la noblesse fasse régner la justice, qu'on laisse les artisans et les commerçants travailler et s'enrichir et qu'on vienne en aide aux plus petits, aux plus nécessiteux par amour et par compassion. Ça, c'est une société traditionnelle. La société du Dalai Lama, c'est une forme de nazisme. Et le Dalai Lama est un nazi, l'ami de nazis, de dignitaires nazis, une personne qui a défendu Pinochet, qui était l'ami personnel
des Rothschild, qui est l'ami personnel de Margaret Thatcher, de George Bush et des néoconservateurs. En réalité, le Dalai Lama n'est qu'une ignoble gargouille sortie du fin fond du trou du cul de la Khazari. Encore un. À bientôt, ciao. On va dire que je suis obsédé par les Édomites et les Khazars, mais en réalité, la Bible est claire. On a un sérieux problème avec les Cananéens. Ciao.